Pas tout le temps. Alors, l'Université Laval ressemble à ça. C'est une grande université parmi les 10 au Canada. Et c'est aussi une université, la deuxième en Amérique du Nord, après Harvard. Donc, nos forces, on a découvert le football il y a quelques années, le football américain. On ne savait pas ce que c'était. On pensait qu'au début, ça se jouait avec un bâton. Le moment où on a découvert qu'il fallait lancer ça, on a commencé à gagner toutes les coupes. Et cette année, pour la première fois, on n'a pas gagné les coupes. Il faut le laisser aux autres de temps en temps. Ensuite, nous sommes aussi reconnus pour autre chose. Je ne sais pas si le concept d'université bimodale vous est familier. Donc, il y a des universités unimodales, comme une université traditionnelle. On va le voir tout à l'heure, de toute façon. Ensuite, il y a des universités qui enseignent en ligne, qui offrent des cours en ligne et des cours sur campus. Et c'est ce qu'on appelle des universités bimodales. Alors, l'Université Laval est la plus grande université bimodale au Canada et probablement dans la francophonie. On offre plus de cours que la Téléuniversité, qui est l'université d'enseignement à distance unimodale. Alors, voilà quelques mots de terminologie avant de commencer. Je vais expliquer certains termes. Je vais parler de e-learning parce que vous savez, le terme e-learning n'a pas le même sens chez nos anglos que chez nous les franco, donc je vais expliquer ça un peu. Et ensuite, la stratégie de décentralisation, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, l'université bimodale, le mesh, j'ai vendu le mesh. Donc, e-learning. Alors, il y a la formation à distance, vous avez déjà entendu parler, en français, on va parler de FOAD, la formation ouverte et à distance. Et il y a eu plusieurs générations bien connues, on a commencé, on va passer à travers tout à l'heure, plus en détail, mais vous savez, il y a eu plusieurs générations de ça. Bon, le FOAD. Alors, qu'est-ce que c'est les cours par correspondance? Oui, ça date de plus de 150 ans. Ensuite, deuxième génération, le multimédia s'est ajouté, puis ensuite les cours par vidéoconférence, voilà. Ensuite, le e-learning est arrivé au moment de l'introduction des premiers ordinateurs. On peut parler de e-learning. Et donc, l'introduction dans les années 80, et la formation en ligne est donc le trait d'union. C'est le recoupement entre la formation à distance et le e-learning. C'est la formation, ce que nous appelons la formation en ligne. C'est de cette façon-là que nous déclinons ces différents concepts-là. C'est cet espace de recoupement qui représente la formation en ligne, autrement dit la 4e génération de la formation à distance. Et maintenant, parmi les auteurs, il y a un peu de discussion. Est-ce que c'est toujours la formation à distance? Est-ce qu'il faut plutôt parler de... Est-ce que c'est une nouvelle génération de forme de FOAD ou est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle entité? Ça se discute. Ensuite, stratégie de décentralisation. Je ne suis pas certain, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un terme en français pour traduire outreach. Alors, outreach, qu'est-ce que c'est? Vous savez, les universités cherchent depuis très longtemps à sortir de leur tour d'ivoire, à devenir pertinents par rapport à la société, à offrir plus de services. Alors, tout ce qu'une université fait pour rendre ses programmes accessibles, extramuros, c'est ce qu'on appelle outreach. Alors, j'avais pensé qu'on pourrait parler peut-être de stratégie de décentralisation des programmes universitaires. C'est un peu plus long, mais enfin, si vous trouvez un terme qui est mieux, dites-le moi. Dans la littérature, on parle d'outreach. Donc, quand vous faites des recherches et tout ça, un seul terme. Ensuite, université bimodale, comme on vient de voir, une université bimodale a un campus et un mode d'enseignement sur le campus, et ensuite, qui s'ajoute un volet enseignement en ligne. Et c'est ce qu'on appelle donc une université bimodale parce qu'il y a deux modes. Lorsqu'on combine les deux, c'est le fameux blended ou hybride. OK. Maintenant, souvent je me rends compte que je dois expliquer un peu comment les études par rapport à la technologie éducative se déclinent par rapport aux sciences de l'éducation. Nous savons tous qu'il y a la philosophie de l'éducation, il y a aussi la sociologie, la psychologie, la didactique, mais il y a aussi un domaine chez nous qui s'appelle la technologie éducative. D'accord? Et on touche à quoi? On touche aux stratégies, aux modèles, aux techniques et aux outils. Parfois, on va penser juste à l'outil, mais en réalité, la technologie éducative couvre un vaste ensemble de concepts et de champs d'études. Ensuite de cela,
Donc, mes intérêts de recherche, je travaille particulièrement en technologie éducative, design et ingénierie pédagogique. Là aussi, éventuellement des choses à dire. L'enseignement à distance, l'apprentissage en ligne, le e-learning, là il y a un recoupement, les études supérieures et la pédagogie universitaire. Donc, le noyau commun à mes travaux tourne autour de ces axes-là et les étudiants au doctorat, à la maîtrise travaillent sur diverses problématiques touchant à un ou plusieurs de ces domaines. Maintenant, pour revenir à notre sujet aujourd'hui, vous savez, l'université est en péril. Je ne sais pas si vous avez su, mais en 2012, nous avons eu des manifs monstres au Québec. Le Québec qui a les taux d'inscription, ce qu'on appelle les frais d'inscription, les plus bas en Amérique du Nord. Mais qu'est-ce que les étudiants font? Ils descendent dans la rue. Parce qu'ils voudraient la gratuité. Et voilà, ça crie fort. Une chance, j'étais en année sabbatique. Et on appelait ça le printemps érable. Et voilà. Mais disons que le gouvernement, ben voilà, ça a tellement fait du bruit que le gouvernement a perdu le pouvoir, ils ont fait une élection, puis pof, ils sont sortis. Maintenant, l'université en péril, qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, le marché de l'emploi exige des formations de plus en plus universitaires. Ça, c'est un incontournable, on voit ça de plus en plus. Autrement dit, il n'y a plus de petits jobs simples. Tout devient complexe. Si on veut avoir un emploi intéressant, il faut aller aux études. Donc, de plus en plus de formations, il y a donc de plus en plus d'étudiants à former. Les formations sont de plus en plus longues, vous vous rendez compte? Et cela dans les universités qui ont de moins en moins de ressources. Donc c'est ça, l'université est en péril. Les défis ne cessent d'augmenter. Et donc, la question qu'on se pose lorsque nous sommes technologues, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions technologiquement assistées? Parce que sans cela, comment allons-nous répondre aux besoins? Quasiment impossible. Alors voilà, notre vice-recteur, au début de son mandat, il avait des cheveux, mais à force de les arracher, ben là, le pauvre mec, vous voyez, et on annonce il y a quelques semaines des compressions historiques, donc ça ressemble un petit peu à ceci, là. Il y a des attentes d'un côté, puis ensuite des moyens de l'autre, et il y a une société qui est continuellement en train de tourner le manivelle. Ça va mal. Alors voilà, un jour je me suis levé, je regardais ma cafetière, puis je me suis dit, ça me dit quelque chose. Vous savez, quand on pense à quelque chose, partout on regarde, c'est un peu comme son bien-aimé, on voit son visage partout. Et là, je regardais ça, puis je commençais à schématiser, je me dis, ouais, il y a le feu, là, c'est les pressions sociales, et la demande, autrement dit. Puis, ça monte, mais, là, l'offre, pourtant, ça ne sort pas. Et il y a un embouteillage, puis c'est nous, ça. C'est ça. Dans les universités, on n'arrive pas à augmenter, à vraiment nous décentraliser, à vraiment à répondre à la demande. Et vous savez ce qui va arriver, hein? Ça va mal finir, hein, si ça ne sort pas. Donc, voilà. Selon Daniel, il y a un dénommé Sir John Daniel. Dans le domaine de la formation à distance, c'est incontournable. D'après lui, la situation actuelle, c'est que les universités ne fournissent plus. Pourquoi? Ils disent parce qu'il y a 3 variables interdépendantes. D'une part, cette crise qui s'annonce est axée sur l'accès ou l'absence d'accès, la qualité ou l'absence de qualité et les coûts qui sont, eux, très présents. Alors, qu'est-ce qu'ils voudraient? Alors, Daniel, sa situation désirée ressemble à cela plutôt. C'est-à-dire, plus d'accès, autant de qualité, sinon plus, et aussi moins de coûts. Donc, ramener le triangle vers le bas, diminuer les frais. Parce qu'il est dit, sans cela, nous n'allons pas pouvoir augmenter l'offre, nous n'allons pas pouvoir répondre à la demande sociale. Alors voilà, ça ressemble à, moins de coûts. C'est ce qui est désiré, parce que les universités actuellement, c'est une crise. Même la Maison-Blanche en parle, avec une escalade des frais d'inscription, surtout aux États-Unis, où on revient à une situation qu'on n'a pas connue depuis 50 ans, c'est-à-dire des étudiants qui ne peuvent pas aller aux études parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors on revient à ce vieux système où seulement l'élite, les riches peuvent en bénéficier. Alors ça, c'est dans une démocratie,
Ça, c'est de la dynamite. Alors, lorsqu'on cherche à accroître l'accès, Daniel dit toutes les universités sont prisonnières de ce triangle. Lorsqu'on cherche à accroître l'accès, ce qui est voulu, c'est louable, que se produit? Ben, la qualité diminue et le coût augmente. Alors ça, ce n'est pas une situation qui est désirable. Alors, quand on essaie d'accroître la qualité, que se produit? L'accès diminue et le coût augmente. Voilà. Parce que les ressources, il y a tant de ressources, et c'est ça qui se produit. Maintenant, si on essaie de diminuer les coûts, mais là, qu'est-ce qui se passe? L'accès et la qualité, tous les deux, diminuent. Et ça, il appelle ça le triangle de fer, parce qu'il dit toutes les universités sont prisonnières de ce triangle-là. Il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Ben, il dit, seules les universités d'enseignement à distance, les universités unimodales, seules ces universités-là qui bénéficient du potentiel d'économie d'échelle peuvent nous libérer de ce triangle de fer. Pourtant, Moore et Kearsley, Moore qui est un auteur incontournable dans le domaine, il dit, ben, tout simplement, ces universités-là, vous les connaissez peut-être en Espagne, l'UNED, en Angleterre, l'Open, Hollande. La France a eu la sagesse de ne pas investir dans une université d'enseignement à distance, plutôt dans une fédération qui est un peu boiteuse. Enfin, on va voir ça tout à l'heure. Mais donc, lorsqu'on regarde la littérature, ce qu'on dit là à propos de la proposition de Daniels, ben, on se rend compte que l'université ne va pas disparaître. On pensait que son temps serait révolu, mais ce n'est pas pour demain. On se rend bien compte qu'il y a une déconnexion profonde et généralisée entre l'emploi des nouvelles technologies et l'amélioration de la qualité. Donc, ça ne se produit pas dans les universités. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que la plupart des universités sont bimodales. Pourquoi? Parce qu'elles offrent, pour ainsi dire, toutes, elles offrent certains cours en ligne ou à distance selon certaines formules. Alors, on peut dire aujourd'hui que toutes les universités sont bimodales. Je ne sais pas, à l'ENS, est-ce que vous offrez des cours en ligne ou une certaine offre? Oui. Si vous trouvez une université de nos jours qui n'a aucune offre en ligne, qui n'a aucune présence en ligne, faites-moi savoir, parce que j'en connais pas. Alors, qu'en est-il de la formation en ligne en milieu universitaire bimodal? Alors, la plupart des chercheurs, c'est ça leur réponse. Parce qu'il n'y a pas tellement de recherche là-dessus. Qu'est-ce que se passe-t-il? On ne sait pas. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que les professeurs qui sont habitués à l'enseignement en classe, lorsqu'on les amène dans le cyber-univers, ben souvent c'est un peu ça. Ils se sont dépassés par le niveau élevé d'interaction. Les professeurs qui sont habitués à donner leurs cours, puis à plier les bagages, tout d'un coup, on s'attend à ce qu'ils soient parqués, stationnés devant leur ordinateur, à répondre aux messages. Alors, ils ont dit, ben, écoutez, on n'a pas cette formation. Il y a une espèce d'incompatibilité fondamentale, ce qui explique le rejet du corps professoral face à cette forme d'enseignement. Et je crois que tout à fait avec raison. On a sorti un livre dernièrement, justement pour combler cet écart, pour essayer de combler cet écart au niveau de la recherche sur la formation en ligne dans les universités bimodales, parce qu'il n'y en avait rien. On n'en sait rien. Donc, on a sorti 20 études de cas dans les universités francophones. Et nous sommes en train de produire ces études de cas pour un journal scientifique canadien. Ça va sortir. Un article qu'une collègue et moi avons écrit en 2011 parlait justement des paradoxes face à la formation en ligne. On avait fait allusion à cet extrait biblique, la tête d'ordure, les pieds d'argile. Donc, on peut dire d'un côté que la formation en ligne progresse rapidement partout, mais en même temps, il y a des faiblesses. Et c'est ça qu'on voulait regarder. Donc, si on continue avec cette analogie-là, effectivement,
il y a des parties fortes, impressionnantes, mais d'un autre côté, il y a une partie très vulnérable et faible. Regardons cela. Donc, les paradoxes. On dit que la formation en ligne, le FEL, ce qu'on appelle, est de plus en plus accessible, hein, et on se sert des technologies à la fine pointe, mais, oups, il y a très peu de professeurs réguliers qui s'engagent, qui s'impliquent. Et là, c'est une partie vulnérable. Les universités, leur principale force, c'est leur corps professoral, mais ils ne s'impliquent pas. Il y a un problème. Ensuite de ça, on inscrit de plus en plus d'étudiants. Hein, aux États-Unis, on dit maintenant, ça représente 10% de toutes les inscriptions. Et ça, ça monte en flèche. Surtout avec les MOOC et tout le bruit que cela fait. On est en train d'ailleurs de faire une équivalence entre formation en ligne et MOOC, alors qu'il n'y a rien à voir. Donc, mais le problème là, c'est que le taux d'abandon, il y en a beaucoup qui rentrent, mais il y en a beaucoup qui sortent aussi, en laissant très peu de traces. Et aussi le sentiment d'isolement, qu'on a toujours connu à travers toutes les générations de la formation à distance. On a toujours connu ce sentiment, c'est le talon d'Achille de la formation en ligne, le sentiment d'isolement. Mais c'est bien documenté, ce sentiment chez les apprenants, mais maintenant on commence à constater que c'est les professeurs aussi qui vivent l'isolement. Eux qui ont été formés pour interagir avec leurs étudiants, pour se regarder, pour vraiment avoir des échanges, mais en ligne, en différé, parce que la plupart des cours en ligne se font dans l'espace asynchrone. Là, ils vivent un deuil incroyable. Et s'ils peuvent ne pas s'impliquer, ils ne s'impliquent pas, c'est pas ce qu'ils veulent. Alors voilà, ça c'est quelque chose de nouveau qui émerge dans la littérature. Les early adopters, des early droppers, dans le sens qu'ils sortent maintenant en masse. Ils avaient commencé, ils avaient lancé la vague, mais maintenant, ils se retirent. Ensuite de cela, les administrateurs, hein, ils sont attrayants, et c'est attrayant la formation en ligne. L'idée d'une économie d'échelle, Eldorado, hein, on va faire de l'argent, on va balancer les livres, ouais, les balancer. Ensuite, c'est reconnu et ils sont plutôt favorables, mais oups, côté argile, c'est qu'ils ne sont pas toujours prêts à mettre les moyens qu'il faut pour faire offrir un cours de qualité, pour rencontrer ne fût-ce les normes minimales. Voyez-vous? Paradoxe qui continue. Alors, devant ces paradoxes de formation en ligne, comment sortir du triangle? On a déjà vu. Ce n'est pas les universités d'enseignement à distance qui vont nous sortir du triangle. Même les universités traditionnelles qui deviennent bimodales, pas beaucoup d'espoir qui nous sortent, s'il n'y a rien qui bouge. Donc voilà, accès, qualité et coût. Commençons par revoir son modèle. Alors, mon collègue et moi, dans l'article qu'on a écrit, on a commencé à jouer avec le modèle de Daniel. On s'est dit, il y a quand même des changements qu'il faut apporter. D'abord, il faut parler des valeurs. Si on regarde ces trois variables comme des valeurs, comme des priorités, à ce moment-là, on peut les associer aux stakeholders, aux parties intéressées. Alors, on a fait une petite permutation. On a commencé à parler d'accessibilité comme concept plutôt que simplement d'accès. On a bougé qualité, on a mis là, on a pris les coûts, puis on a parlé de coût-efficacité. Parce que coût tout seul a moins de sens que si on le met avec efficacité. Un coût est tolérable, est acceptable en autant que cela nous donne un niveau d'efficacité intéressant. Voilà, donc on a joué avec son modèle un petit peu et on les a mis aussi, on a mis des plus, parce que coût, c'est un moins, une valeur moins. Mais lorsqu'on ajoute coût-efficacité, tout d'un coup, ça devient un plus. Là, il y a moyen de comparer les choses. Et ensuite, on a associé des intervenants. Je parlais de stakeholders, ce que je veux dire, c'est les intervenants. Qui est impliqué là-dedans? On a associé l'accessibilité à la population étudiante. Parce que si un étudiant n'a pas accès à son cours, il n'est pas un étudiant. Ça définit même son statut. Qualité, c'est aux professeurs, hein? Ça a toujours été, depuis 1000 ans. Ce sont les professeurs qui sont les garants de la qualité de la formation. Quant aux administrateurs, leur devoir est de s'assurer que les portes vont s'ouvrir demain matin. Alors, nécessairement, un souci de coût-efficacité. Donc, jusqu'à maintenant,
Daniel nous présentait ces variables-là sans les associer aux intervenants. Nous avons trouvé qu'en les associant aux intervenants, il y a un moyen à ce moment-là de trouver une manière d'équilibrer les différents critères. Voilà. Donc quand je dis c'est une priorité, ce n'est pas la priorité absolue, mais il y en a d'autres priorités, mais quand même c'est une priorité majeure. Voilà, même chose pour les professeurs, ils ont d'autres priorités aussi, mais je parle vraiment de priorité majeure. Ok, donc ce qu'on avait trouvé, c'est qu'il fallait, la clé pour maintenir ça à long terme, c'est d'avoir un équilibrage au niveau des priorités. On ne peut pas ignorer quelque population que ce soit. Si on ignore les étudiants, ils ne viendront pas dans les cours. Si on ignore les professeurs, on ne les implique pas dans ce que nous faisons. Notre force principale, nous ne sommes pas en train d'utiliser notre source naturelle principale. Et si on ignore les administrateurs, ben, il n'y a rien qui va bouger, hein, il n'y aura pas de financement. Donc, voilà. Et ça me fait penser des fois, pour ceux et celles qui ont déjà de l'expérience avec des lions et le domptage des lions, vous ne savez pas lequel va vous mordre. Ils sont là autour, puis voilà. OK. Donc,